Le ciel au-dessus de la région bordelaise se couvrait d'un manteau de nuages lourds et menaçants, comme pour annoncer la tempête qui allait s'abattre sur la vie de deux familles que tout opposait. Il y a des invitations qui ressemblent à des honneurs, et d'autres qui cachent des pièges mortels. Lorsque l'arrogance et le mépris croisent le chemin de la vérité enfouie, le choc est inévitable. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un choc des classes sociales. C'est le récit palpitant d'une machination diabolique, d'un amour inébranlable et d'une justice implacable qui frappe au moment où l'on s'y attend le moins. Préparez-vous à plonger dans un tourbillon d'émotions où la cruauté mondaine finira par se noyer dans son propre venin. Camille, une jeune étudiante en médecine vétérinaire au cœur d'or, avait grandi au rythme des saisons sur les terres agricoles de ses parents adoptifs dans un petit village pittoresque. Sa vie bascula le jour où elle croisa le chemin de Julien, un jeune homme séduisant, étudiant en économie et héritier d'une immense fortune. Leur monde était diamétralement opposé. Si Julien faisait preuve d'une modestie rare et d'une tendresse infinie, sa famille était entourée d'une aura sombre et oppressante. Ses parents, Béatrice et Gérard, régnaient sur un empire de stations-service et vivaient dans un manoir somptueux aux allures de forteresse. Mais derrière le vernis craquelé de cette noblesse de pacotille, la rumeur publique murmurait que leur richesse fulgurante, acquise dans le chaos des années 90, sentait le soufre et la trahison. Béatrice, une femme au tempérament glacial et destructeur, s'était jurée de détruire cette union, considérant Camille comme une paysanne indigne de son rang. La guerre froide était déclarée, et le champ de bataille serait un dîner faussement amical. Le crissement strident des pneus sur les pavés humides résonna comme une alarme dans la cour du petit immeuble étudiant. Camille figea son geste, la brosse à cheveux suspendue en l'air, sentant son estomac se nouer violemment. Par la fenêtre embuée de leur modeste appartement, elle aperçut la silhouette arrogante du SUV noir verni qui venait de s'immobiliser, bloquant à moitié le passage. C'était elle. Béatrice, la mère de Julien, venait de faire irruption dans leur fragile sanctuaire, flanquée de son mari, Gérard, toujours aussi silencieux et effacé. Le bruit sec des talons aiguilles, résonnant sur les marches de l'escalier, sonnait comme un compte à rebours avant l'exécution. Camille ferma les yeux, une fraction de seconde tentant de calmer les battements erratiques de son cœur. Elle pouvait déjà anticiper le parfum lourd et entêtant de patchouli qui allait envahir la pièce, les regards obliques, les sourires carnassiers masquant des insultes aiguisées comme des lames de rasoir. Béatrice détestait viscéralement cette fille issue de la campagne, cette future vétérinaire sans le sou qui avait osé capturer le cœur de son fils unique. La porte s'ouvrit à la volée, sans même que l'on prenne la peine de frapper. Béatrice apparut dans l'encadrement de la porte, drapée dans un trench-coat de créateur hors de prix, balayant l'espace restreint d'un regard chargé d'un mépris absolu. Elle ne prit même pas la peine de retirer ses larges lunettes de soleil, accentuant encore la distance glaciale qui la séparait du jeune couple. Son regard froid s'arrêta brusquement sur la petite robe à pois que Camille portait, une tenue simple mais élégante qu'elle affectionnait particulièrement. Un silence lourd, presque palpable, s'installa dans la petite entrée mal éclairée. Gérard, comme à son habitude, restait en retrait, les yeux rivés sur la pointe de ses souliers vernis pour éviter toute confrontation. Béatrice esquissa un rictus glacé avant de lâcher sa première flèche empoisonnée. « Eh bien, vous partiez déjà, sans même nous offrir un café ?» grinça-t-elle d'une voix traînante. Puis, s'approchant de Camille, elle ajouta avec un faux ton mielleux : « Ma pauvre enfant, où as-tu donc déniché cette fripe ? Dans un bac de déstockage solidaire, c'est tout à fait charmant pour nettoyer les enclos de tes petits animaux, mais certainement pas pour arpenter les rues de la ville. » La brûlure de l'humiliation empourpra instantanément les joues de Camille. Le visage de Julien se crispa, ses mâchoires se contractant sous l'effet d'une colère sourde qu'il peinait de plus en plus à contenir. Il s'interposa physiquement entre sa mère et sa fiancée, formant un bouclier protecteur. « Maman, ça suffit, arrête immédiatement tes remarques déplacées », lâcha-t-il d'une voix basse mais vibrante d'une autorité tranchante. « Nous avons déjà eu cette discussion des dizaines de fois.
Camille est la femme que j'aime, elle sera mon épouse. Je te demande de la traiter avec le respect qui lui est dû, ou bien c'est la dernière fois que tu franchis la porte de notre appartement. » L'air sembla se raréfier dans la pièce. Béatrice cligna des yeux derrière ses verres teintés, feignant une surprise choquée. Elle recula d'un demi-pas, posant une main théâtrale sur sa poitrine couverte de soie. « Mais enfin, mon chéri, tu es d'une susceptibilité maladive. » C'était une simple plaisanterie, une petite boutade sans aucune méchanceté. Son sourire se fit plus carnassier encore, révélant des dents d'une blancheur agressive. « D'ailleurs, pour te prouver ma bonne foi, j'exige d'organiser un grand déjeuner ce samedi. Il est grand temps que nous rencontrions les parents de cette chère Camille. Un mariage approche, les beaux-parents doivent impérativement faire connaissance, n'est-ce pas ?» Après avoir déposé cette invitation qui résonnait comme un ultimatum mortel, le couple mondain quitta les lieux, laissant derrière eux une atmosphère saturée d'anxiété. Dès que la lourde porte d'entrée claqua, Camille laissa échapper un long soupir tremblant, ses épaules s'affaissant comme si elle venait de porter un fardeau invisible. Les larmes de frustration qu'elle avait héroïquement retenues perlèrent au coin de ses yeux. « Julien, je n'en peux plus, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « C'est un supplice à chaque rencontre. Pourquoi me hait-elle à ce point? J'en suis malade à l'idée d'exposer mes propres parents à son venin. Ils sont si bons, si simples, elle va les dévorer vivants. » Julien s'approcha doucement et l'enveloppa dans ses bras solides, enfouissant son visage dans la chevelure parfumée à la camomille de la jeune femme. « Ne la laisse pas t'atteindre, mon amour, » chuchota-t-il en déposant un baiser rassurant sur son front. « Ma mère est une femme aigrie, obsédée par le contrôle et le paraître. Elle est furieuse, car j'ai refusé d'épouser la fille de son associé, cette héritière prétentieuse qu'elle m'avait choisie. Mais on s'en fiche, c'est notre vie. Je te protégerai, toi et ta famille. » Pour calmer ses angoisses naissantes, Camille ferma les yeux, se réfugiant dans le sanctuaire de ses souvenirs. Elle laissa son esprit dériver vers cette journée pluvieuse d'octobre où son destin s'était lié à celui de Julien. C'était un après-midi chaotique, sous un ciel de plomb. Camille sortait de la clinique vétérinaire associative où elle donnait tout son temps libre. Le bruit assourdissant de la circulation sur les grands boulevards de la ville résonnait dans ses oreilles. Les klaxons hurlaient, les moteurs rugissaient dans un ballet mécanique frénétique et impitoyable. Soudain, au milieu de ce vacarme infernal, un son grêle, presque imperceptible, capta son attention, un couinement de terreur absolue. Ses yeux scrutèrent l'asphalte détrempé à travers le rideau de pluie. Là, figé au milieu des 3 voies de circulation, un minuscule chiot tremblait de tout son être. Une voiture venait de le frôler à une vitesse folle, l'envoyant rouler pitoyablement sur le bitume. Le petit animal tentait désespérément de se relever sur ses pattes tremblantes, mais la peur l'en empêchait, tandis qu'un poids lourd fonçait droit sur lui, sans aucune intention de ralentir. Sans la moindre hésitation, guidée par un instinct de sauvetage viscéral qui surpassait toute logique, Camille s'élança sur la chaussée ruisselante. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes, couvrant presque le bruit des moteurs environnants. La pluie glaçante fouettait son visage, aveuglant sa vision, mais elle ne fixait qu'une seule chose, cette petite boule de poils terrorisée. Un concert strident de klaxons éclata tout autour d'elle. Des conducteurs hurlaient des insultes derrière leur pare-brise, mais elle s'en moquait éperdument. Glissant presque sur une flaque d'huile irisée, elle plongea en avant, étendant les bras dans un geste de désespoir. Ses doigts écorchés se refermèrent sur le pelage trempé du chiot une fraction de seconde, avant que les roues massives d'un camion de livraison ne balayent l'endroit exact où il se trouvait. Le souffle du monstre d'acier la déséquilibra. Camille se retrouva piégée, accroupie au milieu du flot ininterrompu de véhicules qui frôlaient ses épaules avec violence. Elle pressait la petite bête contre sa poitrine haletante, priant pour un miracle alors que la panique menaçait de la paralyser totalement. C'est alors qu'une voix masculine, puissante et impérieuse, s'éleva au-dessus du chaos urbain. Une main ferme, à la poigne rassurante, agrippa solidement le bras de Camille. Levant les yeux à travers le rideau de pluie, elle découvrit un jeune homme au regard intense.
Avec une autorité naturelle et stupéfiante, il leva l'autre main vers les véhicules qui arrivaient, se dressant comme un mur inébranlable face au métal en mouvement. Les pneus crissèrent dans une symphonie stridente, le chauffeur du poids lourd freina brutalement dans un juron retentissant, la calandre de son engin s'arrêtant à quelques centimètres de l'inconnu. Sans perdre une seconde, le jeune homme entraîna Camille vers la sécurité du trottoir, zigzagant habilement entre les capots fumants. Lorsqu'ils atteignirent enfin le bord de la route, l'air sembla subitement revenir dans les poumons de la jeune femme. Ses genoux tremblaient si fort qu'elle dut s'appuyer contre la façade froide d'une boulangerie. Son sauveur, les cheveux dégoulinants de pluie mais l'allure incroyablement digne, la fixait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude sincère, attendant qu'elle reprenne son souffle. « Vous êtes complètement folle ou incroyablement courageuse ?» souffla le jeune homme avec un demi-sourire, essuyant l'eau qui coulait sur son visage anguleux. Camille, le souffle court, tenta de bredouiller quelques mots cohérents, tout en caressant frénétiquement le chiot blotti contre son cœur qui battait la chamade. « Merci, je ne sais pas comment vous remercier. J'ai cru que nous allions y passer tous les deux. Vous avez géré ça comme un vrai professionnel. Je dois filer, il faut que j'emmène ce petit malheureux à la SPA, il a sûrement une patte brisée. » Elle baissa les yeux vers la petite créature gémissante. « Au fait, je m'appelle Camille. » Le jeune homme ne détourna pas son regard. Ses yeux sombres brillaient d'un éclat fasciné. « Moi, c'est Julien. C'est un honneur, Camille. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous accompagner. » Je n'ai jamais mis les pieds dans un refuge pour animaux, et pour être honnête, je n'ai aucune envie de vous laisser partir si vite après vous avoir littéralement arraché à la mort. Il y avait une douceur désarmante dans sa voix, une sincérité qui contrastait radicalement avec le tumulte de la rue. Ils marchèrent ensemble sous la pluie fine qui s'adoucissait, liés par l'adrénaline de l'instant. Lorsqu'ils poussèrent la lourde porte vitrée de la Société protectrice des animaux de la banlieue bordelaise, une odeur caractéristique de javel, de croquettes humides et de couvertures propres les enveloppa. Le brouhaha était constant, des aboiements graves, des jappements aigus et des miaulements plaintifs résonnaient le long des couloirs carrelés. Pourtant, malgré le bruit et la tristesse inhérente au lieu, tout était d'une propreté clinique, témoignage du dévouement sans faille des bénévoles. Julien observait Camille avec une attention soutenue. Elle s'était métamorphosée. L'étudiante tremblante et effarouchée de la rue avait laissé place à une professionnelle sûre d'elle, parlant avec douceur au vétérinaire de garde tout en tendant le petit chiot tremblant qu'ils décidèrent de baptiser Lupin. Pendant que le praticien examinait la patte de l'animal sous la lumière crue de la lampe chirurgicale, Camille se tourna vers Julien, un sourire mélancolique aux lèvres, prête à lui faire découvrir la dure réalité de ce sanctuaire des âmes brisées. « Viens, je vais te présenter nos pensionnaires, » murmura Camille, en l'entraînant vers l'aile des félins. Elle s'arrêta devant une cage spacieuse où reposait un magnifique chat noir et blanc, recroquevillé sur un coussin moelleux. « Voici Gavroche, dit-elle, la voix vibrante d'une émotion contenue. Regarde-le bien, il a l'air paisible maintenant, n'est-ce pas? Mais son histoire est un cauchemar. Son ancien propriétaire, un homme consumé par l'alcool, le battait méthodiquement. Un soir d'ivresse noire, il l'a jeté du 4e étage. Un véritable miracle l'a maintenu en vie. À son arrivée ici, Gavroche crachait, mordait, terrorisé par le moindre contact humain. Il m'a fallu des semaines, des heures passées, assise devant ses barreaux froids, à lui parler doucement, à lui jurer que plus aucune main ne se lèverait pour le frapper. Joignant le geste à la parole, Camille ouvrit délicatement la grille. À la surprise de Julien, le chat ne recula pas. Au contraire, en entendant la voix familière de la jeune fille, Gavroche se leva péniblement, s'étira et vint frotter sa tête cabossée contre la paume ouverte de Camille, ronronnant comme un vieux moteur. La visite se poursuivit dans l'allée des chiens âgés, un endroit où le temps semblait s'être arrêté. Camille s'agenouilla devant le box d'une chienne croisée, au pelage terne et au regard laiteux. « Et voici Margot, » soupira-t-elle, caressant le museau grisâtre à travers le grillage. « Elle est aveugle et n'a presque plus de dents. Tu sais ce que son maître a fait après 15 ans de loyauté? Il l'a emmenée dans la forêt domaniale,
l'a attaché à un chêne avec une corde en nylon épaisse, et il est parti. Il est rentré chez lui, a mangé, a dormi, sachant pertinemment qu'il venait de la condamner à une mort lente et terrifiante. Elle est restée là, sous la pluie et le froid, pendant près de 2 semaines, jusqu'à ce qu'un garde forestier la trouve, réduite à l'état de squelette. Quand on l'a amenée ici, je te jure que cette chienne pleurait de vraies larmes de désespoir. » Julien écoutait ce récit glaçant, le cœur lourd, observant les larmes silencieuses qui coulaient sur les joues pâles de Camille. Cette fille possédait une empathie si pure, si rare, qu'elle illuminait ce couloir lugubre de sa seule présence. Julien resta silencieux un long moment, digérant la noirceur humaine que Camille affrontait au quotidien. Puis, d'une voix empreinte d'une résolution soudaine, il rompit le silence. « Écoute, j'ai une immense propriété, un manoir entouré d'un parc de plusieurs hectares en bordure de la ville. J'ai déjà 2 bergers blancs suisses adorables et nous avons du personnel fantastique. Je vais adopter Lupin. Je ne peux pas supporter l'idée qu'il reste enfermé ici, après ce que nous avons traversé ensemble. » Camille se redressa brusquement, les yeux écarquillés par la surprise. Avant même de réfléchir, emportée par un immense soulagement, elle se jeta au cou de Julien, enfouissant son visage dans son cou chaud. « Oh, merci, merci infiniment !» s'écria-t-elle. Julien, bien qu'un peu surpris par cette étreinte spontanée, resserra doucement ses bras autour de sa taille fine. Lorsqu'elle recula, rouge de confusion, il afficha un sourire charmeur. « Par contre, il y a une condition non négociable, » dit-il, les yeux pétillants de malice. « Tu vas devoir accepter de dîner avec moi ce soir. Et bien sûr, tu seras obligé de venir vérifier régulièrement si le petit Lupin est bien traité. Je suis un propriétaire très exigeant, tu sais. » Leur premier rendez-vous fut à la hauteur du tumulte de leur rencontre, imprévisible et merveilleux. Julien l'avait emmené dans un charmant bistrot caché dans les ruelles pavées du vieux Bordeaux. La conversation avait jailli avec une fluidité déconcertante, naviguant entre rires francs et confidences intimes. Ils avaient commandé du vin, des tapas, et s'étaient tellement perdus dans le regard de l'autre qu'ils en oublièrent totalement la séance de cinéma prévue à 21h. Au lieu de s'enfermer dans une salle obscure, ils choisirent de déambuler sous la lumière pâle de la lune, longeant les quais de la Garonne majestueuse. L'eau sombre reflétait les lampadaires comme autant de pépites d'or. Ils marchèrent pendant des heures, effleurant leurs mains, partageant leurs rêves d'avenir et leurs peurs secrètes. Lorsque l'aube pointa son nez, peignant le ciel de nuances rosées et violacées au-dessus du pont de pierre, Julien prit doucement le visage de Camille entre ses mains. Leurs lèvres se trouvèrent avec une évidence troublante. Ce baiser au lever du soleil marqua le début d'une passion dévorante, scellant le destin de 2 âmes qui venaient de se reconnaître. Dans les mois qui suivirent, leur amour s'épanouit loin des regards inquisiteurs. Julien se révéla être un prince charmant des temps modernes, attentionné, cultivé, dépourvu de la moindre once de snobisme. Il surnommait tendrement Camille « ma petite fée », émerveillé par la grâce naturelle de sa silhouette frêle et la lumière de ses grands yeux noisettes. Pourtant, un gouffre social béant les séparait. Camille découvrit rapidement la véritable envergure de la fortune des parents de Julien. Les rumeurs qui circulaient sur Béatrice et Gérard dans les salons feutrés de la haute société bordelaise étaient loin d'être flatteuses. On disait que leur ascension fulgurante dans les années 90 était entourée d'un épais nuage de mystère et de zones d'ombre. Ils n'avaient pas de passé illustre, pas d'héritage familial connu, et semblaient avoir émergé de nulle part avec des millions en poche pour bâtir leur empire pétrolier. Les mauvaises langues murmuraient des histoires de blanchiment, d'usurpation et d'escroquerie sordide, mais devant la gentillesse absolue de Julien, Camille balayait ces ragots insidieux d'un revers de main, préférant se concentrer sur l'homme qu'elle aimait éperdument. Néanmoins, la réalité finit par rattraper l'étudiante. Les méthodes de Béatrice dans le monde des affaires étaient d'une brutalité légendaire. Elle dirigeait son entreprise d'une main de fer forgé, écrasant ses concurrents et tyrannisant ses employés. Le turnover dans ses locaux était effrayant. Des cadres sortaient de son bureau en larmes, détruits par ses humiliations publiques et ses promesses financières systématiquement bafouées.
Elle traquait le moindre euro avec une avarice maladive, exigeant des remises impossibles de la part de ses fournisseurs. Son mari, Gérard, n'était qu'une ombre pitoyable, un homme de paille bedonnant qui s'enivrait de grands crus pour oublier sa propre médiocrité. Soumis aux caprices de sa femme, il ne servait qu'à pavaner dans les dîners mondains, arborant des montres suisses ostentatoires et débitant des banalités affligeantes. Comment un garçon aussi pur, droit et intègre que Julien avait-il pu naître au sein d'un couple aussi venimeux et superficiel? C'était un mystère que Camille n'arrivait pas à élucider, mais elle remerciait secrètement le destin de l'avoir préservée de cette gangrène morale. Dès leur première nuit de confidence, Camille avait joué franc jeu sur ses propres origines. Elle venait de la terre, la vraie. Ses parents adoptifs, Antoine et Sophie, exploitaient un modeste domaine agricole et viticole dans l'arrière-pays. C'étaient des gens rudes à la tâche, levés avant l'aube, le visage buriné par le vent et les mains sculptées par le travail acharné de la terre. Camille avait grandi au milieu des vignes et des enclos, nourrissant les poules, soignant les veaux malades, apprenant la valeur de chaque goutte de sueur et de chaque récolte. Ce lien viscéral avec la nature avait forgé sa vocation de vétérinaire. Antoine, un homme taciturne mais doté d'une sagesse immense, l'avait encouragé à poursuivre ses études coûteuses en ville, sacrifiant ses propres économies pour lui offrir un avenir radieux. Elle était leur joyau. Julien, loin de mépriser cette extraction modeste, avait été fasciné par cette authenticité brute. Il voyait en Camille une force de caractère et une pureté d'âme qui manquaient cruellement dans son monde artificiel peuplé de requins en costume de soie. Puis arriva le jour inévitable de la présentation officielle au manoir familial. Un test social déguisé en invitation cordiale. Camille se souvenait de ses mains moites lissant frénétiquement sa robe de cocktail prune, une jolie pièce dénichée en friperie, tandis que le lourd portail en fer forgé du domaine s'ouvrait lentement devant eux. Le manoir était d'une opulence étouffante. Des lustres en cristal massif écrasaient les plafonds, des toiles de maître tapissaient les murs recouverts de soie, et des statues en bronze trônaient dans chaque recoin ombragé. Camille avait l'impression d'évoluer dans un musée glacial où le moindre faux pas serait puni de mort. Béatrice les avait accueillis dans le grand salon, vêtue d'une robe austère mais hors de prix. Ses yeux reptiliens avaient jaugé Camille de la tête aux pieds, s'arrêtant avec dédain sur ses chaussures bon marché. Le premier contact avait donné le ton de la soirée. Entrez donc. J'espère que vous savez distinguer la fourchette à poisson de celle à entremets, mon enfant, avait sifflé la mère de Julien, un sourire diabolique accroché aux lèvres. Notre argenterie date du XIXe siècle. Le dîner en lui-même s'était transformé en un véritable interrogatoire policier mené par une inquisition mondaine. Assise au bout d'une table longue de 4 mètres, séparée de Julien par des chandeliers en argent massif, Camille subissait les assauts répétés de sa future belle-mère. Quand elle évoqua maladroitement son travail bénévole au refuge et le sauvetage de Lupin, la mâchoire de Béatrice se crispa de dégoût. Quelle merveilleuse ambition! Lâcha la matriarche, sa voix dégoulinant de fiel. Nettoyer les déjections de corneaux galeux. Je suppose que vos antécédents dans l'agriculture vous ont préparé à ce noble métier. Mais dites-moi, ce bâtard que mon fils a eu la naïveté de ramener ici, c'est donc à vous que nous devons cette infection dans notre cour. J'espère sincèrement que c'était votre premier et dernier cadeau, mademoiselle. Nous ne sommes pas une déchetterie pour les parasites des rues. Gérard ricana grassement en sirotant son vin, ajoutant à l'humiliation profonde qui brûlait les entrailles de la jeune femme. Ce fut la goutte de venin qui fit déborder le calice. Les tympans de Camille bourdonnaient. Sa vision se troubla sous l'effet des larmes de rage qui menaçaient de jaillir. Elle ne pouvait pas tolérer qu'on insulte ainsi sa passion, ses valeurs, et l'animal qu'elle avait sauvé au péril de sa propre vie. D'un geste sec et maîtrisé, elle posa sa lourde serviette en lin damassé sur la table, le bruit résonnant comme un coup de feu dans l'acoustique parfaite de la salle à manger. Elle se leva, la chaise grinçant violemment sur le marbre immaculé. « Je vous prie de m'excuser, » dit-elle d'une voix tremblante mais chargée d'une dignité farouche. « Je ne tolérerai pas
que l'on crache sur ce que je suis et sur les êtres vivants que je protège. Un chien a plus de noblesse dans le regard que l'intégralité de cette pièce. Gardez votre argenterie, je n'ai plus d'appétit. » Tournant les talons, elle s'enfuit du manoir, courant à perdre haleine dans la longue allée de gravier. L'air froid de la nuit mordait ses joues humides, mais la sensation de liberté primait sur l'humiliation cuisante qu'elle venait de subir. « Camille, attends !» La voix brisée de Julien déchira le silence nocturne. Il sprintait derrière elle, abandonnant ses parents pétrifiés à leur table luxueuse. Avant de franchir la porte, il avait balancé son verre contre le mur, éclatant le cristal en 1000 morceaux. « Maman, tu es un monstre de cynisme. J'ai honte d'être ton fils », avait-il hurlé, avant de courir rattraper la femme de sa vie. Il la rejoignit près des immenses grilles du domaine, l'agrippant doucement par les épaules pour la retourner face à lui. Elle sanglotait, enfouissant son visage dans ses mains. « Pardonne-moi, mon amour, je te jure que c'est fini, je ne te forcerai plus jamais à subir ça, » supplia-t-il, les yeux brillants de larmes de colère. « Je m'en moque de son héritage, de ses menaces de me déshériter. Je travaille, je suis capable de subvenir à nos besoins. Nous allons vivre notre vie, loin de leur poison. » « Tu es parfaite, ne laisse jamais cette mégère te faire croire le contraire. » Emmitouflée dans ses bras chaleureux, Camille sentit son cœur s'apaiser. Leur amour était un bouclier impénétrable. C'est ainsi qu'ils s'étaient construit leur propre cocon, loin des ors et des fastes toxiques de la famille de Julien. Un modeste 2 pièces, sous les toits, parfumé par le café chaud et égayé par les ronronnements de Gavroche qu'elle avait finalement adopté. Julien travaillait comme serveur le soir après ses cours pour payer sa part du loyer, refusant catégoriquement l'argent de sa mère. Mais la paix fut de courte durée. L'annonce du mariage imminent avait provoqué un séisme au manoir. Et maintenant cette invitation absurde lancée par Béatrice pour rencontrer les parents de Camille résonnait comme le glas de leur tranquillité. Le téléphone de Camille vibra sur la table de nuit. C'était Antoine, son père adoptif. La voix du vieil agriculteur, d'ordinaire si rocailleuse et apaisante, portait une intonation étrange, presque tranchante. « Camille, ma fille, nous viendrons à ce dîner samedi. Ne t'inquiète de rien. Dis à ce garçon de prévenir ses parents que nous serons exacts au rendez-vous. Il est temps de remettre certaines choses à leur place. » Camille frissonna. Quelque chose dans le ton de son père la glaça d'effroi et de curiosité mêlée. Le samedi fatidique arriva, charriant son lot de nuages menaçants et une tension électrique dans l'air. Camille faisait les 100 pas dans le grand salon du manoir, triturant l'ourlet de sa robe de cocktail. Julien, élégant mais tendu comme la corde d'un arc, tentait une ultime fois de raisonner sa mère. Béatrice trônait dans un fauteuil Louis XV, habillée comme pour fouler le tapis rouge du festival de Cannes. Elle portait une robe extravagante brodée de cristaux étincelants et une parure de diamants d'un goût douteux, ressemblant à un sapin de Noël mondain prêt à éblouir de pauvres paysans. « Maman, je t'en conjure, ce sont les parents de ma future femme. S'ils t'apportent des produits de leur ferme, accepte-les avec grâce. Ne les rabaisse pas, » implora Julien. Béatrice pouffa de rire, ajustant un bracelet rutilant. « Me rabaisser à goûter du pâté douteux et du fromage de chèvre infecté de bactéries, tu rêves, mon chéri. Je serai l'hôtesse parfaite, je leur ferai comprendre en douceur le gouffre abyssal qui sépare nos 2 mondes. C'est pour ton bien. » Soudain, le bruit profond et soyeux d'un moteur puissant résonna dans l'allée gravillonnée. Camille s'approcha de la haute fenêtre, s'attendant à voir le vieux break cabossé de son père franchir les grilles. Son souffle se coupa net. Une Bentley Continental noire, d'une élégance souveraine, venait de s'arrêter devant le perron majestueux. Le chauffeur en livrée en descendit rapidement pour ouvrir la portière arrière. Ce qui en émergea laissa Camille totalement muette, les yeux écarquillés par l'incompréhension. Sa mère, Sophie, qu'elle n'avait jamais vue, qu'en tablier fleuri ou en gros pull de laine, sortit du véhicule avec l'aisance d'une aristocrate. Elle portait une robe haute couture d'un bleu nuit somptueux, le dos délicatement dénudé, et un collier inestimable orné d'un lourd saphir en forme de demi-lune reposait sur son décolleté. Puis Antoine apparut. Le paysan au dos voûté s'était volatilisé.
À sa place se tenait un gentleman redoutable, droit comme un chêne, vêtu d'un costume 3 pièces sur mesure, taillé dans un tweed de la plus haute qualité. Des boutons de manchette en or massif brillaient à ses poignets, et une Patek Philippe vintage reposait fièrement sur son poignet gauche. La métamorphose était totale, écrasante, irréelle. L'entrée des parents de Camille dans le vestibule du manoir provoqua un séisme psychologique. Béatrice, foudroyée par la vision de ce couple majestueux qui respirait une opulence bien plus authentique et raffinée que la sienne, perdit son sourire narquois. Son cerveau peinait à traiter l'information. Son mari, Gérard, faillit lâcher son verre de scotch sur le tapis persan. Poussée dans ses retranchements, l'arrogance naturelle de Béatrice refit surface comme un mécanisme de défense pathétique. « Grand Dieu !» s'exclama-t-elle, la voix striée d'une panique sarcastique. « Quelle arrivée triomphale! Vous avez vendu le cheptel entier de vaches laitières pour louer de tels accoutrements, ou bien avez-vous contracté un prêt sur 30 ans pour impressionner la galerie? C'est tout à fait touchant de voir jusqu'où les gens du peuple peuvent aller pour essayer de faire bonne figure. » Elle arborait un sourire figé, attendant que ses victimes se courbent de honte. Mais Antoine ne broncha pas. Son regard croisa celui de Béatrice avec une intensité glaciaire, un regard de prédateur fixant une proie insignifiante. Au lieu de balbutier des excuses ou de justifier sa tenue, Antoine avança d'un pas lent, mesuré et lourd de menaces au centre du vestibule. Il balaya l'opulence du hall d'un geste dédaigneux de la main. Quand il prit la parole, sa voix n'était plus celle du père bienveillant que Camille connaissait, mais celle d'un homme de pouvoir forgé dans l'acier et les tempêtes. « Tu vas fermer ta bouche immédiatement, Béatrice, » tonna-t-il, l'absence de vouvoiement résonnant comme un coup de fouet cinglant. L'insulte figea l'hôtesse sur place. « Prends ton misérable époux sous le bras et préparez-vous à déguerpir de cette propriété à l'instant même, car absolument rien ici ne t'appartient, ni cette maison, ni ces œuvres d'art, ni même le sol que tu foules de tes chaussures vulgaires. Je connais l'intégralité de vos magouilles, de vos identités fabriquées et du sang que vous avez sur les mains. La farce a assez duré. » L'atmosphère de la pièce chuta de plusieurs degrés. Camille sentit son cœur s'arrêter. Julien déglutit péniblement. Le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait pu entendre la poussière tomber sur les meubles vernis. Béatrice et Gérard perdirent toute couleur, leur visage virant à un gris maladif. L'assurance de la matriarche s'effondrait comme un château de cartes soufflé par un ouragan. « Mais comment osez-vous? De quoi parlez-vous? C'est de la diffamation délirante, » balbutia-t-elle, la voix perchée dans les aigus. Antoine s'approcha, dominant la femme de toute sa stature. « Je parle d'Édouard de la Roche, un industriel millionnaire, mort dans un tragique accident de voiture à la fin des années 90, un homme que je considérais comme un frère. À cette époque sombre, j'étais son associé. Suite à des erreurs de jeunesse et de mauvaises fréquentations dans le milieu du grand banditisme, j'ai purgé une lourde peine de prison. Mais depuis ma cellule, j'ai tout suivi. J'ai vu comment, juste après la mort d'Édouard, sa fortune personnelle s'est volatilisée. Édouard était un paranoïaque magnifique. Il se méfiait des banques. La majeure partie de sa fortune, en liquide, en bijoux anciens et en toiles de maître non cataloguées, était dissimulée dans un immense coffre-fort mural caché derrière la bibliothèque de cette exacte maison. Seules 3 personnes en connaissaient l'existence, lui, moi et le personnel de maison. Le regard d'Antoine s'abattit sur Gérard, qui tremblait maintenant de tous ses membres, la sueur perlant sur son front dégarni. « Expliquez-moi, misérables escrocs, comment la cuisinière et le jardinier d'Édouard de la Roche, un couple sans éducation et criblé de dettes, ont mystérieusement disparu au lendemain des funérailles pour réapparaître 5 ans plus tard sous de faux noms, avec un capital suffisant pour racheter une chaîne de stations-service ?» cracha Antoine, pointant un doigt accusateur. « La cupidité vous a rongé. Vous avez découvert le code du coffre. Vous avez pillé les restes de l'homme qui vous nourrissait, tel un couple de charognards. Ces chandeliers en bronze massif sur la table, je les ai achetés moi-même à un antiquaire florentin pour Édouard. Et ces sculptures, des pièces uniques. Vous étiez bien trop inculte pour comprendre que ces objets signeraient un jour votre arrêt de mort. »
Avec l'argent volé, vous avez corrompu des fonctionnaires véreux pour vous forger de nouvelles identités, et vous avez bâti votre empire sur les cendres de mon meilleur ami. Vous vous êtes réapproprié ce manoir en spoliant la vieille mère d'Édouard, atteinte de démence, en lui faisant signer des actes de vente frauduleux avant de la jeter dans un mouroir crasseux. Béatrice, acculée contre le mur de marbre, tenta un dernier coup de bluff pitoyable, les poings serrés à s'en blanchir les jointures. Ce ne sont que des allégations absurdes formulées par un ancien taulard. Vous n'avez pas la moindre preuve de ces inepties romantiques, les tribunaux riront de vous. Antoine esquissa un sourire terrifiant, sortant de la poche intérieure de son veston de tweed un vieux carnet en cuir usé, relié par une cordelette abîmée. Voici le journal intime de Madame de la Roche, la mère d'Édouard. Avant de mourir dans la solitude la plus totale, cette femme a recouvré suffisamment de lucidité pour écrire, jour après jour, le déroulement exact de votre machination. Elle décrit comment la cuisinière, Béatrice, l'a droguée pour extorquer sa signature. L'infirmière chef de l'hospice m'a remis ce document la semaine dernière, après des mois de recherche. « Mais ce n'est pas la pire de vos infamies, » ajouta Antoine, sa voix s'adoucissant soudainement en se tournant vers Julien, qui regardait la scène avec l'expression d'un noyé. « Julien, mon pauvre garçon, tu n'es pas de leur sang. Tu as été adopté clandestinement dans un orphelinat des pays de l'Est quand tu n'étais qu'un bébé. Ces monstres t'ont acheté uniquement pour s'acheter une respectabilité de famille bourgeoise bien sous tout rapport. C'est pour cela que tu possèdes un cœur noble, car ils ne portent pas l'empreinte de leur pourriture. » Le silence qui s'abattit sur la pièce fut assourdissant, chargé de révélations toxiques et de destins brisés. Julien recula d'un pas, fixant les personnes qu'il avait appelées papa et maman toute sa vie avec un mélange de dégoût viscéral et de terreur. « C'est vrai, » murmura-t-il, la voix craquant sous le poids de la trahison. Gérard baissa la tête en gémissant, confirmant par son silence pathétique l'horrible vérité. Mais Antoine n'avait pas terminé de porter l'estocade finale. Il se tourna vers Camille, les yeux brillants de larmes contenues, et lui prit tendrement les mains. « Ma douce Camille, Édouard avait une fille, bébé au moment de l'accident. La famille entière fut dissoute. Lorsque je suis sorti de prison, mon premier devoir fut de retrouver cet enfant, mais un ex-repris de justice ne pouvait pas adopter. C'est donc ma sœur, Sophie, qui est devenue ta mère légale à mes côtés pour te sauver des foyers de l'État. Tu n'as jamais été une paysanne sans nom. Tu es Camille de la Roche, l'unique héritière biologique de cette fortune, de ce domaine, de tout ce que ces parasites t'ont volé. Tout cela, ma fille, t'appartient de droit. » La révélation frappa Camille avec la force d'un raz-de-marée, lui coupant littéralement la respiration. La majestueuse salle de réception sombra dans un chaos émotionnel indescriptible. Béatrice, réalisant que le rideau était définitivement tombé sur la pièce de théâtre sordide de sa vie, se précipita vers les escaliers en hurlant à Gérard de préparer les valises et de vider le coffre restant. Le faux patriarche, tremblant comme une feuille d'automne, s'effondra pitoyablement sur le tapis, incapable de bouger. Camille restait figée, les yeux rivés sur cet homme qu'elle appelait papa, comprenant soudainement l'origine de son éducation si précieuse, de sa force de caractère. Julien s'assit lourdement sur la dernière marche de l'escalier de marbre, cachant son visage entre ses mains meurtries. L'effondrement de son identité le laissait exsangue. Camille s'approcha de lui, s'agenouilla sur le sol dur et l'enlaça avec une force vitale. « Peu importe notre sang, Julien, » lui murmura-t-elle à l'oreille, ses propres larmes mouillant la chemise du jeune homme. « Tu as toujours été la plus belle chose de cet endroit. Nous sommes libres désormais. » Antoine posa une main paternelle sur l'épaule de Julien. La justice venait d'être rendue, non pas par les tribunaux de la République, mais par la puissance implacable de la vérité et de l'amour paternel. Les jours qui suivirent furent une véritable purge purificatrice. Devant l'avalanche de preuves accablantes, de documents authentifiés et d'analyses génétiques irréfutables, Béatrice et Gérard durent capituler. Pour éviter la prison ferme, ils cédèrent l'intégralité de leurs actifs volés à Camille, se retrouvant expulsés du jour au lendemain de leur cage dorée.
Leur empire bâti sur le mensonge fut démantelé. Gérard sombra définitivement dans les méandres de l'alcoolisme, tandis que Béatrice, dépouillée de ses fourrures et de sa morgue, finit par faire la plonge dans une brasserie bruyante de la périphérie parisienne, rabaissée et humiliée par la vie elle-même, payant chaque jour le prix de son arrogance. Camille et Julien, libérés des ombres du passé, célébrèrent un mariage somptueux dans les jardins du manoir récupéré, entourés d'Antoine et Sophie, fiers et émus. Leur lune de miel sur les plages paradisiaques de Corse prit un tournant magique lorsqu'une nausée matinale annonça la venue d'un petit être. Le jeune couple, accompagné de l'inséparable chien Lupin, regardait l'horizon bleu avec la certitude que l'amour et la vérité triomphent toujours. La petite paysanne méprisée était non seulement l'héritière légitime, mais aussi la fondatrice d'une nouvelle dynastie fondée sur la bonté. Si cette histoire de justice implacable et de retournement de situation vous a fait frissonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos intrigues, et dites-nous dans les commentaires, auriez-vous laissé Béatrice aller en prison ou son destin actuel est-il une pire punition?